aujourd'hui, donc c'est moi qui interviens, sur le sujet suivant, la mise à l'agenda des transferts sociaux dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, regard croisé entre Brésil et Afrique de l'Ouest. Alors comme c'était précisé dans l'annonce du séminaire, ce que je vais vous présenter est un travail exploratoire que je souhaite approfondir en partenariat avec des chercheurs burkinabés dans le cadre d'une future affectation au Burkina. J'espère une prochaine affectation au Burkina. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que je ne vais pas faire une présentation, enfin une comparaison point par point, donc très approfondie, des transferts sociaux au Brésil et tels qu'ils sont mis en place dans la région Afrique de l'Ouest. Mon propos, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir comment l'expérience brésilienne est utilisée par les acteurs en Afrique de l'Ouest et comment cette référence brésilienne contribue à orienter, à cadrer les réflexions sur les types d'interventions, les types de transferts sociaux à mettre en place. Et quand je parle de région Afrique de l'Ouest, j'entends la région dans son ensemble, donc la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et je prendrai aussi un cas particulier, le Burkina, puisque pays de ma future affectation, et j'y suis allée il y a quelques semaines pour faire des entretiens. Alors le plan de l'intervention, d'abord c'est un certain nombre de constats, un certain nombre de constats qui ont guidé la construction de ma problématique. Alors des constats d'abord sur c'est quoi les transferts sociaux au Brésil. Des constats sur la mise à l'agenda des transferts sociaux dans la CEDEAO, donc dans la région Afrique de l'Ouest et au Burkina, et des constats aussi, des premières observations en tout cas, sur les types de transferts sociaux qui sont mis en œuvre au Burkina. Et donc ces différents constats m'amènent à observer qu'au Burkina, les transferts sociaux prennent la forme principalement de projets pilotes, mis en place à une échelle donc vraiment très localisée, le plus souvent sur une durée très ponctuelle, en réponse à des chocs, à des crises, et donc une forme qui est assez éloignée finalement de la référence brésilienne, et je présenterai rapidement cette référence. Donc ma question c'est pourquoi ? Pourquoi on a cette forme particulière de transferts sociaux en Afrique de l'Ouest, au Burkina en particulier, assez éloigné des transferts sociaux qui existent au Brésil. Et mes premières observations m'amènent à proposer trois hypothèses. La première, c'est que c'est dans le processus de mise à l'agenda, c'est qu'on a, il me semble, un agenda qui est beaucoup le fruit de stratégies, de plaidoyer, de la part d'un certain nombre d'acteurs extérieurs à la région Afrique de l'Ouest, extérieurs au Burkina. La deuxième piste d'hypothèse, c'est qu'on a des projets pilotes localisés parce qu'on n'a pas, ou en tout cas on manque d'instances de débat de fond sur les différentes options possibles de la protection sociale en général, des transferts sociaux en particulier. Et la troisième piste d'hypothèse, c'est lié à la prédominance de ce qu'on appelle la logique ou l'approche projet parmi les partenaires au développement. Alors, avant de rentrer dans chacun de ces points, juste quand même quelques précisions sur c'est quoi les transferts sociaux. De quoi parle-t-on ?
Et effectivement, ce n'est pas une question simple parce que moi, j'utilise là le terme de transferts sociaux, mais c'est un terme qu'on ne trouve pas de façon consensuelle, unanime dans la littérature, dans les débats. On parle aussi beaucoup, et notamment en Afrique de l'Ouest, de filets sociaux, de filets de sécurité, de filets de protection sociale, et j'aurais pu rajouter d'autres termes à la liste. Transferts sociaux, c'est beaucoup utilisé par la Commission européenne, notamment. Et c'est aussi un terme qu'on retrouve dans un rapport du HLPE, High Level Panel of Experts, du CSA, donc du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale. Donc un rapport du HLPE qui est sorti en 2012 sur la question de la protection sociale en général et qui, à l'intérieur de la protection sociale, parlait des transferts sociaux. Voilà. Pour préciser un petit peu aussi les choses, je reprends ici un graphe qui a été construit par le RHVP, Regional Hunger and Vulnerability Program. Et ce graphe a été aussi beaucoup utilisé dans la réflexion, les travaux de la Commission européenne. Et donc ce graphe, il permet de distinguer l'assistance sociale, l'assistance sociale de tout ce qui est assurance sociale, tout ce qui est aussi cadre législatif, réglementaire, sachant que ce cadre législatif, l'assistance sociale, l'assurance sociale, tout cela, ce sont des composantes d'une politique de protection sociale en général. Et dans l'assistance sociale, on a un certain nombre d'éléments, d'instruments. Les transferts sociaux, ce sont un élément parmi d'autres. On trouve aussi beaucoup dans l'assistance sociale tout ce qui est accès aux services de base, éducation, santé, etc. Donc vous voyez, on parle là de quelque chose, des transferts sociaux, quelque chose d'assez circonscrit, assez délimité en même temps dans le vaste ensemble de la politique de protection sociale. Alors, concrètement, de quoi on parle? Voilà, donc là, je vous propose une typologie des transferts sociaux. Là aussi, il n'y a pas de consensus, on ne trouve pas une classification unique, ce n'est pas du tout stabilisé. Donc là, je reprends encore une classification de la Commission européenne, simplifiée, mais dans le rapport HLPE, on a une autre forme de présentation. Mais concrètement, c'est des choses qui ne sont pas forcément très nouvelles. C'est l'aide alimentaire, c'est les transferts alimentaires, tout ce qui est programme de cantine scolaire, alimentation complémentaire, tout ce qui est food for work. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les transferts en nature. D'accord ? Et on a des transferts en espèces, donc de l'argent qu'on donne aux populations pauvres, très pauvres. Donc les transferts en espèces, c'est véritablement de l'argent, des transferts monétaires, ou bien des transferts quasi monétaires. Donc là, c'est des coupons, des bons qu'on donne aux gens, et ensuite les gens, avec ces coupons, vont acheter eux-mêmes des aliments, de la nourriture dans des boutiques spécialisées. Et puis on a aussi tout ce qui est subvention des prix des aliments. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est que finalement ça renvoie à plein d'instruments différents, c'est assez hétérogène. Il y a beaucoup de ces instruments qui sont vraiment anciens, Food for Work, cantine scolaire, etc. Mais l'évolution assez notable et qui contribue à la mise à l'agenda des transferts sociaux, c'est que de plus en plus, on dit les transferts sociaux qui sont particulièrement efficaces et qui sont particulièrement intéressants parce que, en gros, ils responsabilisent les individus, les bénéficiaires, ils leur donnent le choix de faire ce qu'ils veulent avec le transfert social, c'est
l'argent, c'est le cash. Voilà. Avec le cash, on donne de l'argent aux gens et on respecte leur liberté de choix, de consommation, on les responsabilise et il y a énormément de travaux qui ont montré que les pauvres, les très pauvres, ce qu'ils font avec leur argent, c'est d'abord d'acheter de la nourriture. À quel niveau on décide que c'est de la rémunération? Et à quel niveau on décide que c'est un transfert? Il y a une grosse différence entre ce que tu présentes comme le don, ce qui peut être un échange, et en particulier dans la mise en œuvre de politiques locales qui vont, on peut l'espérer, succéder à l'approche projet. Oui. Alors, bon, les travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre, bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas véritablement nouveau. Et effectivement, c'est bien, il y a bien un échange, c'est pas, voilà, vous débrouillez avec l'argent sans compensation, d'une certaine manière. Alors, il n'y a pas véritablement de limite, c'est simplement de seuil, tu vois, où on dit, bon, là c'est du transfert, là c'est pas du transfert. L'appellation utilisée, la terminologie utilisée, c'est vraiment, voilà, c'est du transfert social, c'est du transfert. C'est comme ça que c'est posé. Donc ça ouvre des questions vertigineuses, quoi. Vertigineuses. La requalification de ce que c'est que l'échange et le don et le... Exactement, tout à fait. Ça, après, ce que je peux quand même constater, c'est que, effectivement, dans la volonté des promoteurs des transferts sociaux d'aller vers des politiques publiques de protection sociale plutôt que de continuer la logique projet, on est quand même bien dans l'idée de transfert monétaire sans forcément don de force de travail, tu vois. Enfin, sans l'échange, sans contrepartie, voilà, pardon, sans contrepartie. Ou ça au Burkina? Non, je parle en général. Pas nécessairement, parce qu'en particulier au Brésil, c'est pas nécessairement leur choix. Parce qu'ils ont c'est pas nécessairement leur choix, je dis. Oui. Effectivement, ils font le gouvernement, et là c'est un peu particulier, fait des dons, mais fait aussi des actions d'échange. Et tu as sans doute ce qui est le plus sophistiqué, c'est en Inde, où il y a un certain nombre d'États de la Confédération qui ont la possibilité de jouer avec leur budget de telle manière à pouvoir reporter d'une année sur l'autre des fonds qui sont disponibles pour faire travailler des gens en cas de problème de sécurité alimentaire. Donc, là où les choses vont bien, on ne fait pas de travaux collectifs, mais on peut accumuler sur 3 ou 4 ans, je ne me souviens pas, et suivant les États, les ressources budgétaires de l'État pour mettre des gens au travail, ce qui est spécifiquement une action qui n'est pas neutre, un transfert qui n'est pas neutre, dans la mesure où il s'oppose au don. C'est-à-dire, au point de vue de la politique, sociale, au point de vue de la philosophie, il y a une opposition au don. Et quand tu regardes un petit peu la littérature, surtout quand tu parles de l'Afrique de l'Ouest et des 3 facteurs que tu as identifiés, c'est vrai qu'au plus les politiques et leur mise en œuvre sont le fait des gouvernements, au plus tu vas vers des échanges et moins vers des dons. Et en Afrique de l'Ouest, tu as encore, comme tu l'as bien défini, cette présence du bailleur, l'approche traditionnelle, le fait que le gouvernement, tout doucement, reçoit, mais pas assez de support budgétaire, etc. Mais que les choses vont sans doute évoluer, mais par rapport au Brésil, à l'Inde, sont visiblement dans un stade qu'on peut quand même objectivement appeler antérieur, à mon avis. Oui, beaucoup plus sophistiqué et puis antérieur dans le temps. Enfin, ça a été mis en place bien avant ce qu'on peut observer en Afrique de l'Ouest. Les transferts sociaux au Brésil, quelques constats. Les transferts sociaux, ils sont intégrés dans un programme qu'on appelle Bolsa Familia et qui est un des très nombreux programmes de la stratégie Fome Zéro. Alors, je ne représente pas la Fome Zéro parce que ça a été fait de façon assez approfondie et très bien par un des acteurs clés, Renato Maluf. Simplement, souvenez-vous qu'il mettait beaucoup l'accent sur l'approche intersectorielle qu'il y a derrière cette stratégie,
l'approche aussi fondée sur le droit à l'alimentation, le droit à la souveraineté alimentaire, et puis bien sûr l'importance de la participation de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre des différents programmes de Fomé Zéro. Bolsa Familia, alors là, c'est des transferts monétaires conditionnés. Parce qu'effectivement, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'argent qui est délivré aux personnes pauvres, très pauvres. Cet argent, il peut être délivré pas seulement avec la contrepartie force de travail, mais il peut aussi être délivré en étant assorti de conditions. Et là, dans le cas donc, de Bolsa Familia et dans beaucoup de programmes de transferts sociaux en Amérique latine, c'est le cas. Hein. Ce sont donc des transferts en cash conditionnés. Alors conditionnés par quoi? Par en fait la fréquentation des enfants à l'école avec un degré d'assiduité, hein, c'est quand même assez précis, suivant l'âge des enfants, et puis aussi le suivi des enfants, le suivi médical des enfants dans des centres de santé et aussi des femmes enceintes. Le registre de justification de ces conditions, c'est de dire on n'est pas simplement dans l'assistance, mais dans la promotion, dans le développement, dans le renforcement du capital humain des enfants, de façon à briser le cercle vicieux de la pauvreté et à permettre que les futures générations soient mieux outillées, équipées que les générations actuelles. Une chose importante dans ce programme, c'est donc le pilotage par un ministère spécifique qui a été mis en place au moment du lancement de Fomé Zéro en 2003. Donc, le ministère du Développement social et de la lutte contre la faim, qui avait une autre dénomination au moment du lancement, mais bon, peu importe. Autre chose, me semble-t-il, toujours dans le registre de justification là, du transfert monétaire, c'est l'idée de pallier un problème énorme au Brésil, qui est les inégalités extrêmement fortes. Donc les transferts monétaires, c'est un instrument pour lutter contre ces inégalités, c'est un instrument pour faire de la redistribution des richesses. Caractéristique aussi importante, c'est le financement de Bolsa Familia, donc, principalement sur le budget national, donc, qui repose sur des taxes, et des financements qui sont distribués de l'État fédéral vers les municipalités. Et c'est les municipalités qui alimentent ce qu'on appelle un registre unique des programmes sociaux. Et ce registre, c'est une sorte de base de données qui rassemble des informations socio-économiques sur les familles pauvres et très pauvres. Donc ce sont les municipalités qui sont chargées d'enregistrer ces données et donc d'identifier les pauvres et très pauvres, et enfin de les caractériser et aussi de veiller au respect des conditions. Voilà, très rapidement brossé les caractéristiques que je voulais relever de Bolsa Familia. Et comme vous le savez, ce programme, comme d'autres programmes de Fomé Zéro, est connu pour avoir eu des résultats assez rapides et très significatifs, assez impressionnants. Le chiffre qui circule beaucoup, c'est les 20 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté depuis 2003. Alors, au niveau de la région CEDEAO, ce que je voulais relever, c'est que les transferts sociaux, ils ont été intégrés de façon assez progressive dans la politique agricole commune de la région, l'ECOAP, qui est
la politique visant à améliorer la sécurité alimentaire. En fait, dans le contenu de la politique, du document de politique, on ne parle pas de transferts sociaux. Mais dans la phase de mise en œuvre de cette politique, à partir de... la politique, elle date de 2005, donc quand on a commencé à réfléchir à la mise en œuvre, ont été introduits les transferts sociaux. Alors on parle plus de filets sociaux. Il y a une composante de l'EcoAP qui a pour objectif de réduire la vulnérabilité, d'améliorer l'accès à l'alimentation des pauvres, très pauvres, etc. Et qui vise notamment à répondre à la fragmentation des interventions de filets sociaux dans la région. Donc il y a bien ce constat que ces transferts sociaux sont mis en œuvre de façon très dispersée, à des échelles projet. Cette composante de l'EcoAP, elle dit aussi qu'il faut considérer les transferts sociaux vraiment comme des outils de lutte contre les causes structurelles de l'insécurité alimentaire. Et non pas seulement, comme encore une fois on le constate, comme des outils de réponse à des crises, à des chocs, etc. Et dans cette composante, on trouve aussi l'idée de promouvoir les échanges d'expériences, de bonnes pratiques entre les États membres de la CEDEAO, considérant que c'est de la souveraineté des États d'élaborer et de mettre en œuvre leur politique de protection sociale, leurs transferts sociaux. Ce n'est pas la CEDEAO, c'est pas une politique de protection sociale à l'échelle régionale qui est envisageable, mais suivant le principe de subsidiarité, bien aux États de définir leur politique nationale. Donc ça, c'est le processus de l'EcoAP. Et en lien avec ce processus, il y a plus récemment une initiative, Faim Zéro, en Afrique de l'Ouest, qui a été réfléchie. Donc on a une note d'orientation stratégique de cette initiative qui date de septembre 2012. Et l'initiative a été lancée officiellement en février 2014, de façon assez médiatisée, avec la présence de Renato Malouf, et avec l'objectif d'éradiquer la faim, donc vraiment faim zéro, d'ici 2025. Et dans la note de présentation de cette initiative, il y a une référence évidemment explicite, déjà le titre de l'initiative, une référence explicite à Fome Zéro et en particulier au programme Bolsa Familia. Mais ce qu'il faut aussi, je pense, avoir à l'esprit, c'est que cette initiative, elle s'inscrit dans le débat sur la résilience. Donc l'idée, c'est dans l'initiative d'avoir une politique agricole commune, une EcoAP, qui soit pro-résilience. Et en même temps, l'initiative, elle ne propose pas forcément des choses extrêmement nouvelles en termes de programmes, d'instruments, c'est plus un cadre pour renforcer la cohérence des stratégies et des programmes existants. C'est bâtir des choses sur l'existant. Ce qui est nouveau, c'est l'affichage droit à l'alimentation. L'initiative, elle dit il faut vraiment aller à fond dans cette approche droit à l'alimentation. Les États membres doivent intégrer le droit à l'alimentation dans leur constitution nationale. Le traité de la CEDEAO doit être révisé pour introduire le droit à l'alimentation. Donc ça va quand même assez loin. L'initiative, elle dit aussi qu'il faut aller vers une approche intersectorielle de la sécurité alimentaire et mettre véritablement l'accent, à travers les transferts sociaux, sur le pilier de l'accès à l'alimentation. Et puis enfin, elle met beaucoup l'accent sur la gouvernance locale, l'idée que
c'est au niveau local, par une mobilisation large de la population, qu'on peut améliorer la sécurité alimentaire, aller vers la faim zéro. Bon, évidemment, tout ça en référence à Fomé Zéro et à Bolsa Familia. Rapidement, le constat au Burkina Faso, il est le suivant, c'est qu'on parle beaucoup des transferts sociaux en ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il y a une politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui est sortie récemment et qui, pour la première fois, intègre les transferts sociaux. Ce n'était pas le cas dans les documents de politique précédents. On a une politique nationale de protection sociale qui vient de sortir et qui a 2 volets, l'assistance sociale, donc, incluant les transferts sociaux, et l'assurance sociale. Et puis surtout, dans les entretiens que j'ai pu faire il y a quelques semaines au Burkina, la référence à Fomé Zéro, à Bolsa Familia, est ressortie. Et elle est ressortie, encore une fois, en lien avec le débat sur la résilience. C'est une espèce d'association résilience-transferts sociaux qui se fait en Afrique de l'Ouest, donc qui n'est pas du tout faite dans le cas du Brésil. Et donc, il y a un acteur humanitaire qui nous dit, quand on a réfléchi à agir, à la résilience en Afrique de l'Ouest, le modèle de réponse qu'on avait en tête, c'était le Mexique et le Brésil, avec Bolsa Familia. Et puis enfin, sur le terrain, donc, je ne m'étends pas là-dessus, le constat qu'effectivement, on a des projets pilotes localisés, financés, mis en œuvre par des acteurs extérieurs, ONG, etc. Et pour le moment, principalement des transferts alimentaires, mais cette volonté très fortement affichée dans la politique nationale de protection sociale, d'aller vers les transferts monétaires. Donc, sur la base de ces constats, et aussi un rapide tour de la littérature, que je dois évidemment encore creuser, littérature qui est beaucoup, me semble-t-il, focalisée sur les modalités des transferts sociaux qui permettent d'avoir les impacts les plus forts possibles sur la réduction de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire, etc. Mais moi, la question que j'ai eu envie de poser, c'était pourquoi on a cette forme de transferts sociaux en Afrique de l'Ouest, projet pilote, etc., et pas un programme à la Bolsa Familia, vu que la référence, c'est ça. Voilà. Les hypothèses, je les ai énoncées tout à l'heure dans le plan, donc je vais les dérouler. Donc les stratégies de plaidoyer d'acteurs extérieurs qui font que les transferts sociaux sont beaucoup à l'agenda en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai identifié ici un certain nombre d'acteurs qui me paraissent clés dans la promotion des transferts sociaux. C'est loin d'être exhaustif et ce n'est pas véritablement un mapping, mais bon, c'est une esquisse de mapping, en tout cas pour ne pas oublier un certain nombre d'acteurs. Il me semble qu'au niveau multilatéral, la Banque mondiale, qui dans les années 80 promouvait les safety nets, le PAM, l'UNICEF sont des acteurs importants sur ce thème-là. Il y a également les think tanks ou instituts de recherche, IDS, ODI, qui sont importants. Il y a ce programme RHVP qui a été financé par DFID et AOCED, qui a vraiment fait un plaidoyer aussi très, très, très fort sur les transferts sociaux, en analysant tout un tas de programmes de transferts sociaux en Afrique australe et orientale. Donc le DFID est très impliqué sur cette question-là, soutient beaucoup ces questions-là. La Commission européenne, j'en parlais tout à l'heure, on voyait qu'il y avait 2 chantiers majeurs
dans cette unité, c'était nutrition et transferts sociaux. Et donc on avait une unité de conseil pour la Commission, pour les délégations de l'Union européenne qui étaient externalisées, une sur la nutrition et l'autre sur les transferts sociaux. Au niveau des ONG, on a Save the Children, Oxfam, beaucoup d'humanitaires aussi, ACF, etc., qui, je crois, si j'ai bien compris, sont réunis maintenant dans ce qu'on appelle le Cash Learning Partnership. Donc, tous ces acteurs-là, ils ont construit des argumentaires pour promouvoir les transferts sociaux en disant que c'était vraiment des outils très efficaces pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Et je pense que dans la mise à l'agenda, il y a aussi alors ce que j'appelle le marketing faux mais zéro, qui est important, qui s'inscrit dans la stratégie de coopération que Lula a voulu vraiment renforcer avec les pays africains, et puis aussi qui s'inscrit dans l'intérêt, la demande des pays africains pour ce qui s'est fait au Brésil. Et donc on a, par exemple, une initiative africaine de l'Institut Lula, où on ne va pas dire, ce qui ressort le discours, c'est pas faites comme nous, faites du faux mais zéro, mais plutôt, voyez comment on a réussi au Brésil. Donc c'est vraiment la promotion quand même d'une expérience jugée réussie en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier. Alors, ces stratégies de plaidoyer, elles se sont déployées à un niveau global. Et je pense que c'est pour ça que quand même, on a vu ce rapport HLPE sur la protection sociale en 2012. Elles se sont déployées aussi au niveau local. Et donc dans le cas du Burkina, on retrouve les mêmes acteurs. Et on nous dit, ce qui ressort des entretiens, on nous dit c'est la Banque mondiale qui est sur le sujet. On nous dit, donc un acteur humanitaire, l'Office humanitaire de la Commission européenne, notre credo, c'est de sortir de la vente à prix subventionné pour aller vers le cash. Et avec une stratégie explicite de plaidoyer, d'influencer les politiques au Burkina. Alors, pour autant, je pense que c'est important de nuancer ces dynamiques extérieures, externes, dans la mise à l'agenda, en prenant en compte quand même, dans le cas du Burkina, deux choses. D'abord, la crise de 2008, qui a vu les manifestations, les mobilisations sociales, donc les gens dans la rue, donc quand même l'expression de revendications sociales. Il y a eu aussi des tensions en 2011 qui ont vraiment beaucoup marqué le pays. Et donc dans un contexte aujourd'hui de préparation des élections en 2015, on sent bien que cette question de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire et des réponses efficaces qui doivent être mises en place, comme les transferts sociaux, c'est une question qui monte. Et là, on est plus sur des dynamiques internes, c'est pas la Banque mondiale, la Commission européenne, etc. Et par exemple, le Premier ministre a fait une déclaration en octobre 2013 en disant, voilà, on va s'attaquer véritablement à la pauvreté par tout un tas de mesures sociales. Bon, mais en tout cas, ça a été considéré comme une déclaration vraiment marquante où il y avait une volonté politique forte par les transferts sociaux de s'attaquer à la question de la pauvreté. Et ça se traduit aussi par des questions de ciblage. Le ciblage au Burkina, c'est vraiment en haut de l'agenda. Donc le ciblage pour les transferts sociaux. Et donc le Premier ministre, il a dit, voilà, je veux une liste nationale des pauvres et des très pauvres d'ici 2014. Et donc là, on est un peu dans un renversement de ce que je disais tout à l'heure, dynamique externe qui construisent la mise à l'agenda. On est plutôt dans un acteur politique qui met la pression d'une certaine manière sur les partenaires au développement en disant voilà, j'ai besoin de vous parce que c'est moi qui suis leader de l'agenda qui dit je veux faire du transfert social, je veux une liste
national des pauvres et très pauvres pour me permettre de faire le transfert social. Donc, ça, c'était un peu la première hypothèse que je souhaitais esquisser. La deuxième hypothèse, c'est la faiblesse, voire l'absence d'instances de débat sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, comme sur les transferts sociaux, pour parler des choix politiques, des options de politique publique alternatives, pour parler du fond. On a un dispositif de sécurité alimentaire au Burkina qui se réunit régulièrement et dans lequel les réunions sont purement techniques, les discussions sont purement techniques. Il s'agit de suivre l'évolution de la campagne, de préparer des plans de réponse en cas de crise, etc. Donc ça tourne que autour de ça, et les acteurs interviewés me disent les vrais problèmes, ils reconnaissent les vrais problèmes ne sont pas abordés. Alors c'est quoi les vrais problèmes? C'est les défis de la sécurité alimentaire pour demain, une vision prospective, la question, je ne sais pas moi, de l'urbanisation, de la régulation des marchés. Ça, on n'en parle pas. Le problème, c'est qu'il n'y a que ça, il n'y a que cette instance pour discuter de la sécurité alimentaire. Donc il y a un acteur qui nous dit on compte les pauvres d'aujourd'hui, mais il n'y a pas de réflexion sur qui seront les plus pauvres de demain, les moyens pauvres. Et aussi, les visions du problème de la sécurité alimentaire, et donc les visions des réponses à apporter à l'insécurité alimentaire, ne sont pas débattues. Or, les entretiens, peu d'entretiens que j'ai pu mener, une vingtaine, nous montrent qu'il y a quand même des visions assez différentes, voire divergentes. Un acteur, un responsable du ministère de l'Agriculture nous dit « Ma vision, c'est une vision économique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est l'idée que la croissance économique aura des retombées positives en matière sociale. Donc en gros, arrêtons de s'occuper du social, de l'assistance sociale, etc. Il faut une croissance économique inclusive, mais ça sera bon pour le social, par rapport à une vision assistentialiste des plus pauvres. Et puis il y a un acteur, un partenaire au développement qui nous explique sa théorie du chewing-gum. Alors sa théorie du chewing-gum, c'est travailler sur la production pour tirer les plus pauvres vers le haut, ça ne marche pas. Les plus pauvres, ils restent collés. Vous voyez ? Donc, voilà, pour moi, c'était vraiment illustratif de divergence, de vision quand même, sur la façon de répondre à l'insécurité alimentaire. Et puis, alors, il y a vraiment un consensus pour dire c'est vrai, on reconnaît que dans ce dispositif, on est relativement efficace pour gérer l'urgence, mais on ne sait pas faire lorsqu'il n'y a pas urgence, quoi. On est un peu démunis quand il n'y a pas de crise. Je ne dirais pas qu'on a les bras ballants, mais parce qu'au Burkina, depuis 2008, il y a des crises à peu près chaque année. Donc, mais voilà, on est dans un dispositif jugé efficace, mais par rapport à la gestion de crise. Sur les transferts sociaux, ce qu'il faut retenir du débat, c'est vraiment la primauté du comment faire. Comment mettre en place les transferts sociaux, les modalités techniques du transfert, monétaire, pas monétaire, conditionné, pas conditionné, etc. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la question du ciblage, avec le Premier ministre l'a dit, je veux ma base de données, comme le registre unique au Brésil, ma base de données nationale sur les pauvres et très pauvres, pour pouvoir faire le ciblage le plus fin possible, passer d'un ciblage géographique vraiment à un ciblage des individus. Et donc, avec une réflexion sur les critères d'éligibilité, des critères précis, techniques. Et il y a aussi avec l'idée de pouvoir donner des cartes électroniques à chacun des individus pour que les bénéficiaires soient bien identifiés. Bon, le registre argumentatif, il est vraiment économique aussi, moins
et pas tellement éthique. Enfin, comme si le fait de cibler les plus pauvres, c'est tellement évident, c'est tellement bien moralement que bon, on ne rentre pas tellement là-dedans. Par contre, ce qui est important, c'est d'optimiser le rapport coût-efficacité du dispositif. Donc, bon, moi, il me semble qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont laissés dans l'ombre. Moi, j'en ai vu 3, mais il y en a sans doute d'autres. D'abord, il n'y a pas beaucoup de réflexion, me semble-t-il, de discussion, en tout cas médiatisée, hein, sur les formes de solidarité qu'il y a derrière les différentes modalités de transferts sociaux. Comme si c'était indifférent. Ça rejoint peut-être ce que tu disais, Véronique. C'est pas la même chose de faire un don sans contrepartie, de faire un don qui rémunère, enfin, de donner de l'argent qui rémunère de la force de travail, etc. Ça, c'est, me semble-t-il, assez peu discuté. De même qu'il est assez peu discuté, qu'est-ce que ça modifie un projet de transfert social, un projet de transfert monétaire sur le terrain, sachant qu'il y a des formes de solidarité qui préexistent, enfin, qui sont là, qui sont présentes, alors qui ne marchent pas forcément très bien, etc., qu'on peut contester. C'est pas idéaliser ces formes de solidarité dites informelles, mais en tout cas, on ne se pose pas tellement la question, soit de partir de ces formes de solidarité pour inventer des transferts sociaux vraiment endogènes, soit des questions, qu'est-ce que ces transferts monétaires apportent comme perturbation sur les solidarités informelles. Et puis, peut-être un troisième sujet que j'ai du mal à formuler, mais il me semble qu'à vouloir aller vers ce ciblage individuel, donner des cartes électroniques, constituer des fichiers, etc., on est dans une approche qui vise à construire une espèce de maillage hyper fin, un filet comme ça, hyper serré, où personne serait laissé de côté, on rattraperait les individus dans les filets. Et bon, je me demande si derrière, il n'y a pas une tendance à aller vers le fichage, le contrôle, et il ne faut pas se leurrer. Si on veut donner des cartes aux gens, c'est aussi pour éviter qu'ils aillent à différents guichets, c'est pour éviter les doublons, c'est pour que le dispositif soit le plus coordonné possible. La troisième hypothèse, je pense, c'est donc cette approche projet qui est dominante. Bon, d'abord, c'est une approche... enfin, les projets pilotes, c'est de la part des partenaires au développement comme des acteurs politiques. Hein, c'est une approche qui peut être assumée. Hein, c'est bien l'idée d'étudier la faisabilité de certaines modalités de transfert social, d'expérimenter, d'innover, etc. Et que tout cela permette de tirer des leçons pour élaborer, dans un futur qu'on a du mal à évaluer, un programme national de transfert social, des programmes nationaux de transfert sociaux. Donc il y a un acteur qui nous dit notre projet a valeur d'exemple. Hein. L'idée est de le répliquer en mettant dans le bain de plus en plus d'ONG, de partenaires et le gouvernement. Donc cette idée d'aller aussi step by step vers des programmes à plus grande échelle. Mais bon, la logique projet, les projets pilotes, c'est aussi parce qu'on ne peut pas vraiment faire autrement, soit parce qu'effectivement on constate que pour aller vers pour mettre en place des programmes à grande échelle, il faut des capacités administratives, techniques, humaines, financières, etc., qui sont au jour d'aujourd'hui pas réunies en Afrique de l'Ouest, en particulier au Burkina, soit contraintes dans la mesure où le Burkina est de façon générale très dépendant des financements extérieurs. Et donc, on a des projets pilotes parce que c'est les modalités de financement extérieur qui orientent cette forme de transferts sociaux.
Voilà, donc on nous dit les partenaires techniques et financiers ont du mal à abandonner l'instrument projet pour aller vers une approche programme, ils souhaitent garder la main mise sur les financements, etc. Ou alors on nous dit, outre la modalité cycle de projet, ce qu'on observe, c'est que les transferts sociaux, les projets de transferts sociaux sont souvent ponctuels, liés à la réponse aux urgences. Donc on a des financements voilà, qui sont ponctuels, comme c'est très bien dit dans la politique nationale de protection sociale. Et puis je pense qu'il y a un manque de coordination institutionnelle qui peut aussi expliquer cette tendance à la multiplication de projets pilotes plutôt que l'élaboration d'un programme un peu intégré de transferts sociaux. Donc on a, par exemple au Burkina, c'est bien dit, des ventes d'aliments à prix subventionnés qui sont sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, mais qui sont exécutées par la société qui gère les stocks. On a des distributions de vivres gratuits qui sont effectuées par l'agence des secours d'urgence, la CONASUR, mais aussi par le PAM, par le CRS. Donc on a tellement d'acteurs, tellement de tutelles différentes dans ce champ des transferts sociaux que ça contribue effectivement à la dispersion des projets. Ça renforce cette tendance à faire du pilote. Voilà. Pour autant, il y a eu une réforme là, institutionnelle récemment au Burkina qui me semble très importante, c'est qu'il y a un Conseil national pour la protection sociale qui a été mis en place il y a quelques mois et qui est sous la tutelle du Premier ministre. Le Conseil national pour la sécurité alimentaire, il n'est pas sous la tutelle du Premier ministre, il est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Donc là, il y a, semble-t-il, un changement institutionnel assez fort, symboliquement en tout cas. Et bon, il va falloir suivre cette affaire-là. Bon, en conclusion, j'ai essayé de regrouper tout ce que je viens de dire dans un tableau. D'abord, en relevant que sur le registre de justification des transferts sociaux, on a des éléments, des arguments assez différents entre Afrique de l'Ouest, Burkina, d'une part, et Brésil. Donc Afrique de l'Ouest, Burkina, le registre de justification est beaucoup sur la situation actuelle est caractérisée par des crises répétées. Les instruments qu'on a développés jusqu'à présent sont insuffisants pour juguler les conséquences de ces crises répétées. Donc il faut aller vers la résilience et les transferts sociaux, c'est un outil qui permet d'aller vers la résilience. Au Brésil, on n'est pas du tout sur ce registre de justification. Donc c'est plus, encore une fois, inégalité sociale, etc. Un point important, c'est donc les dynamiques sociales derrière la mise à l'agenda des transferts sociaux. Je dirais, il me semble qu'en Afrique de l'Ouest, ces dynamiques sociales sont plus liées aux organisations de producteurs, d'une part, donc, qui sont assez bien impliquées dans la mise en œuvre de l'ECOWAP, ou bien c'est des dynamiques sociales qui sont plus de l'ordre de mobilisation sociale, donc les manifestations de rue, quoi. Au Brésil, évidemment, on n'a pas du tout la même configuration. Société civile très structurée, ancrée dans une histoire longue de mouvements sociaux, etc. Au niveau de la gouvernance, des différences aussi assez marquantes, avec des évolutions en Afrique de l'Ouest, puisque aujourd'hui l'ECOWAP c'est piloté par le département, par la direction agriculture de la CEDEAO, mais il est prévu que justement sur cette question des transferts sociaux, de l'initiative fin zéro, il y a un pilotage au niveau de la présidence de la commission CEDEAO. Et puis au Burkina, les transferts sociaux étaient, même si le leadership était assez faible finalement, plutôt dans la main du ministère de l'Action sociale. Et là, on a ce Conseil national
de la protection sociale qui a été créé sous la tutelle de la primature. Et puis au Brésil, donc autre configuration, le ministère spécifique dédié à Fome Zéro et une gouvernance aussi décentralisée. Bon, l'échelle, d'un côté localisée, plutôt ponctuelle, de l'autre nationale, pérenne, et puis les financements, plutôt financement extérieur du côté Afrique de l'Ouest, Burkina, alors que financement principalement basé sur le budget national au Brésil. Pour conclure, et après j'arrête de parler, ce que je souhaite, moi, creuser donc, en partenariat avec les chercheurs burkinabés, c'est 3 choses. D'abord, essayer de caractériser davantage ce poids des acteurs extérieurs, partenaires au développement, ONG, etc., dans la mise à l'agenda et dans la conception des interventions de transferts sociaux. Et aussi interroger donc, plus finement la référence à Bolsa Familia. Parce qu'il me semble qu'il y a bien une dynamique externe, mais qu'elle est quand même un peu à nuancer. Donc il faut faire une analyse fine du jeu des acteurs extérieurs, intérieurs, etc. La deuxième chose, c'est de faire ressortir, si possible, les visions de la solidarité qui sont portées derrière les différentes modalités de transferts sociaux, et donc qui sont portées par différents acteurs. Donc, bon, ce point-là, ça rentre bien dans l'analyse cognitive des politiques publiques, où il s'agit vraiment de faire ressortir les visions, les représentations, etc. Et puis, le troisième point, c'est de voir quels sont, au niveau de la gouvernance des transferts sociaux, quels changements apporte cette réforme de la protection sociale au Burkina, dans la façon de concevoir les liens entre transferts sociaux et sécurité alimentaire, et en particulier dans la façon de voir comment, en gros, le Conseil national de la protection sociale va travailler avec le Conseil national de la sécurité alimentaire, sachant qu'il y a aussi des transferts sociaux qui relèvent du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Voilà, je m'arrête là. Merci.